Et je sais instantanément que ce sont des SS. On est dans une scène de guerre. Ils avancent derrière quelques chars. Et c'est très violent. Je suis complètement stupéfait de cette image auquel je ne m'attendais pas une seule seconde. Et surtout, je suis très surpris parce que le bonhomme dont je suis le plus près s'appelle Alexander. Il est Obersturmführer et je le sais. Je sais, comme je m'appelle Stéphane, là je sais qu'il s'appelle Alexander, qu'il est Obersturmführer. Et je le vois prendre un éclat d'obus, paf, à la gorge et s'écrouler. Je suis stupéfait par ça, complètement conscient. Il suffit que je me lève, j'ouvre les yeux et c'est fini. Mais je décide quand même de laisser poursuivre parce que voilà, je suis devenu reporter de guerre très jeune. La guerre, la violence, le mal sont des choses qui m'obsèdent depuis mon adolescence. Donc je me dis, là, il est en train de se passer quelque chose de cohérent. Il y a mon inconscient qui m'envoie un bon gros truc à comprendre. Bonjour à tous et bienvenue au DS Studio. Je suis reçu par Stéphane Alix à l'hôtel où tu résides, Le Relais. À Haute-Rive. On va parler du livre, de ton dernier livre, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, que j'ai lu avec beaucoup de délectation. Un livre extraordinaire. Alors pour ton parcours, on va le rappeler peut-être très rapidement. Il suffit de googler le nom Stéphane Alix et on trouve énormément d'informations, notamment à l'INRES, à ton sujet. Oui. Alors c'est vrai que tu as commencé, donc à 19 ans, tu es parti pour assouvir ta passion, photo de grand reporter de guerre. Tu es spécialisé là-dedans pendant des années. C'était vraiment une sorte d'appel, d'envie de faire du reportage de guerre. Je fantasmais sur les grands photographes de guerre. J'étais nourri à ces récits de reportages Seconde Guerre mondiale, mais aussi beaucoup guerre du Vietnam et tout ça. Et je me prenais pour Robert Capa dans les manifestations à Paris dès que ça dégénérait entre la police et les manifestants. Et j'avais vraiment envie de connaître ça, de connaître... je ne sais pas d'où ça vient, maintenant j'ai compris un petit peu plus, notamment dans cette enquête. Oui. Mais ça m'appelait tellement que je suis parti effectivement à 19 ans en Afghanistan, rejoindre des moudjahidines qui luttaient contre les soviétiques à l'époque, pour me former sur le terrain en fait, à ce métier, comme plein de générations de journalistes l'ont fait en fait, en partant sur des terrains de conflit. Alors ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile du tout, tu as traversé, il y a des détails dans le livre que les lecteurs découvriront, où on revient dans cette période où tu fais des espèces de flashbacks, de parallèles par rapport à ce quelqu'un d'autre dont tu révèles après l'identité. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu dans ton livre, c'est que quand on voit le pavé, pour ceux qui n'aiment pas trop lire, ils se disent « Oulala, le dénouement de l'histoire, si je dois tout me taper », eh bien là, en fait, non, tu travailles un peu comme... on dirait qu'on retrouve la patte Alix un peu comme dans le test, et c'est pareil, c'est que tu balances tout dès le début. C'est-à-dire, dès les 20-30 premières pages, on sait pratiquement de quoi il s'agit. Un peu comme Columbo. C'est-à-dire que le spectateur est dans la confidence, on sait qui a commis le crime, les indices qu'il y a, le tout de savoir comment les choses vont se dérouler derrière. Et c'est un peu pareil, donc on n'est pas frustré dès le début. Et toute l'histoire, c'est de savoir ce que tu vas découvrir et le cheminement qu'il va y avoir. Parce que c'est vraiment une aventure très intérieure que tu as faite et on découvre ton intimité. Ça avait commencé déjà avec le test, mais là, on va plus en profondeur dans ce que tu as vécu. C'est pour ça que je parlais de la guerre, on voit des flashbacks vraiment précis. C'est à la fois quelque chose de très intime, mais c'est aussi vraiment une enquête. C'est-à-dire que ce livre, c'est vraiment une enquête que j'ai fait à partir d'un rêve éveillé que j'ai vécu, où je me suis trouvé propulsé dans une scène de guerre, mais vraiment, j'étais pas en train de dormir, j'étais pas en train de prendre des substances particulières, j'étais effectivement en Amazonie, dans un cadre un peu tranquille, mais voilà, tout d'un coup, en fermant les yeux, en laissant mon esprit vagabonder, je vois une scène de guerre, je vois un homme dont instantanément j'ai le nom, le prénom, le grade, je le vois prendre un éclat de buée à la gorge, enfin plein de détails comme ça, extrêmement précis. Et c'est tellement précis que je ne crois pas une seule seconde que ça puisse être réel, ça serait trop. Tu te dis c'est mon imagination qui divague. Oui, c'est pas que je divague, c'est mon inconscient. Je pense qu'on passe notre vie à mettre sous la table des choses importantes et que notre inconscient, péniblement, durant notre existence, essaie de nous envoyer des messages pour nous dire j'ai un truc à te dire, il y a peut-être ça sur quoi il faudrait que tu travailles. Moi, comme tu l'as évoqué, je suis obsédé par la guerre, par la violence, je suis devenu reporter de guerre. Donc que tout d'un coup, à un moment de ma vie où je fais vraiment l'effort de me mettre en retrait, d'essayer de comprendre ce que je vis, comment il faut que je réajuste ma vie, que tout d'un coup, j'ai cette image de guerre qui vient, je me dis, ok, bon, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne, c'est cohérent. Mais pour moi, c'est vraiment un message de mon inconscient. Et quand, un an après, dans des circonstances... c'est pas par hasard, mais c'est quand même... un an après être revenu d'Amazonie, je refais des recherches et je découvre que cet homme a réellement existé et choc, il est mort comme je l'ai vu. C'est-à-dire que j'ai accès à son dossier militaire et je découvre dans l'acte de décès, qu'on a reproduit d'ailleurs dans le bouquin, que l'homme qui portait ce nom, ce prénom et ce grade, Alexander Hermann Obersturmführer, est mort tué par un éclat de buée à la gorge et à la poitrine.
Et donc là, jusqu'au moindre détail, tu as vu vraiment tout cela avant même, sans connaître son identité ni son mais je histoire. connaissais strictement rien. J'étais à des années-lumière. En plus, c'est pas quelqu'un de spécialement important. Il était lieutenant, donc c'est Oui, vraiment. c'est pas Himmler, par exemple. Non, c'est un anonyme pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fait que ça soit un anonyme, le fait que j'ai eu tous ces détails qu'on puisse se vérifier, ça m'a obligé à faire cette enquête. Je me dis, c'est pas moi qui ai construit ça, c'est pas moi qui suis tombé par hasard sur ce nom un jour. Il y a aucune raison que j'ai eu ce nom à aucun moment de ma vie, parce qu'encore une fois, c'est personne. Et donc, en faisant ce constat, je me dis, il faut que j'enquête, il faut que je fasse mon boulot de journaliste et que j'aille au bout de découvrir qui il est, puis surtout quel lien il a avec moi. Parce que là, c'est plus mon inconscient, là, c'est plus une coïncidence. Il y a vraiment une rencontre qui s'est opérée dans ce rêve éveillé. Pourquoi, comment? Est-ce que c'est une mémoire de vie antérieure? Est-ce que c'est une perception d'un fantôme que j'ai... Enfin, en quoi ça me concerne, voilà. Et en fait, tout ce livre, ça raconte l'enquête que j'ai menée pendant presque un an. Je tiens un journal, donc j'écris depuis des années. Ce livre, en fait, j'ai repris mon année de journal, où je raconte jour après jour ce que je découvre, quand je découvre déjà un peu plus d'informations sur son dossier militaire, quand je vais en Allemagne, quand je vais en Russie, parce que je voulais absolument être en Russie le jour anniversaire de sa mort aussi, pour voir et tous les détails, tout son parcours, tu l'as refait, tu as marché dans ses traces. D'ailleurs, il y a quelque chose de très curieux, on a l'impression que c'est un fauteuil pour Dieu. Il y a un corps et deux esprits à l'intérieur. Par moment. Après, ça se confond. Hein. Le fil rouge, effectivement, de l'enquête, c'est est-ce que c'est ma vie d'avant? Voilà. Maintenant, évidemment, cet angle de travail, c'est un angle assez restreint. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'on s'intéresse aux dimensions spirituelles, on s'aperçoit que l'angle de départ est très étriqué par rapport à la réalité colossale de ce monde spirituel. Et du coup, au fil de l'enquête, je découvre qu'effectivement, on a un lien. Ça, pour moi, c'est une évidence douloureuse, parce que c'est pas quelqu'un de très recommandable. Mais pourquoi on a ce lien? Comment se fait-il que moi, qui suis quelqu'un de bien, qui suis quelqu'un de gentil, je puisse avoir été un homme pareil dans une vie précédente? Voilà, tu as du mal à l'accepter, d'ailleurs. Hein. Tu le dis, hein, c'est douloureux pour toi. Mets-toi à ma place. Ah ouais, non, mais j'imagine, ouais. Enfin, c'est compliqué, là, ouais. Voilà, c'est pas anodin. Et puis la réalité de cette rencontre fait que je peux pas l'éluder. Je peux pas me dire, finalement, c'est dans ma tête. Non, il y a trop de trucs, quoi. Mais en même temps, avec toutes ces synchronicités, parce qu'il y en a plein, il y en a trop pour qu'on puisse dire c'est hasardeux, c'est impossible. D'ailleurs, voilà, dans le livre, le lecteur le découvrira vraiment. Par contre, oui, c'est ce côté de dire, c'est vrai que tu parles de ce lien. Tu te demandes quel lien tu as. Et en même temps, un des liens qu'on peut découvrir qui paraît évident, tu es reporter de guerre, tu es obsédé par la guerre. Et lui a été un officier de guerre. Ouais. Déjà, premier lien, qui paraît évident à la première lecture, et ça, tu le détailles un petit peu. Donc, ce désir, ce souhait que tu avais d'être sur le front et de rapporter des images, parce que tu penses certainement que les images sont plus fortes que des mots, on choque aussi par des photos, vient aussi de cet esprit, de l'esprit d'Alexander, justement. Après, j'ai pas toutes les réponses, mais évidemment, ce qui me frappe dans les premières semaines où je découvre, en fait, à la fois la réalité du personnage et puis toute ça, pas mal de détails sur son parcours, c'est que ma vie et le début de ma vie professionnelle, notamment en devenant reporter de guerre, ressemble à une sorte de prolongement en fait de sa vie à lui. Alors moi, j'ai pas choisi de me battre, j'ai même choisi de faire un peu l'opposé de ce qu'étaient les SS, un peu beaucoup même, c'est-à-dire que j'ai choisi d'être journaliste, quelqu'un qui donne aux gens des outils pour penser par eux-mêmes, pour réfléchir et découvrir le monde, alors que lui a fait l'inverse, il a essayé de détruire la pensée, comme les nazis l'ont fait. Donc je serais comme un peu comme une deuxième chance. Comme si tout d'un coup, ce type-là, il lui était offert de se racheter. Allez, tu recommences, mais cette fois-ci, tu fais pas les mêmes bêtises, quoi. Et je réduis à l'extrême, parce qu'évidemment, ce livre rentre vraiment dans les détails intimes et subtils de ce que je ressens, mais c'est pas comme si cet homme que j'avais rencontré n'avait aucun point commun avec moi. Moi, effectivement, toute ma vie, j'ai été habité par de la tristesse, de la mélancolie, dans des circonstances où je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, parce que j'ai une vie, même si parfois c'était compliqué, j'ai une vie qui était pas mal de moments heureux aussi, donc je comprends pas comment tout d'un coup je pouvais être plongé dans des grands moments de déprime, au point d'atteindre des moments très très durs, quoi, très très durs. Et en fait, en comprenant a posteriori, en découvrant l'identité de cet homme, c'est comme si j'avais la charge de guérir de ses blessures, de sa culpabilité, de ses traumatismes, de sa violence, de sa haine. Et au-delà de ça, et c'est pour ça que j'ai finalement décidé d'écrire ce livre,
bien que ça soit une histoire éminemment personnelle et compliquée, parce qu'au-delà de mon propre parcours, je pense que cette histoire, elle concerne tout le monde. On a tous des zones d'ombre. On est tous arrivés sur cette planète avec, j'en suis aujourd'hui intimement convaincu, une dimension spirituelle qui est nourrie de ce qu'on va appeler peut-être nos vies antérieures, mais qui est nourrie d'autres mémoires. Qui n'a pas à certains moments des pulsions, des pensées, des rêves, des réflexes, ou même dans un lieu, de se dire « mais c'est marrant, ce lieu me semble familier, pourtant j'y suis jamais allé ». Qui paraissent ne pas nous appartenir et pourtant qui font partie de nous. Et qui font partie de nous, c'est exactement ça. D'où ça vient, ça? À un moment donné, quand on rentre dans le livre, c'est parfois, ça fait peur, parce que tu expliques vraiment avec minutie et détail, presque, on marche dans les pas, on est dans une espèce de poupée russe. Hein, on enlève la capsule Alix pour trouver Alex. Hein, il y a cela, et quand on rentre à l'intérieur, on vit vraiment ce qu'il vit, vraiment, on presque comment il pense et comment il en est arrivé là, dans cette folie, parce que c'est vraiment une folie meurtrière dans laquelle il s'est jeté. Et cet officier, tu ne cautionnes pas ce qu'il a fait, évidemment, mais tu arrives presque à comprendre les circonstances qui l'ont amené. Ah, mais comprendre, c'est pour moi primordial. Comprendre, ça ne veut pas dire absoudre. Comprendre, ça ne veut pas dire faire comme si de rien n'était. Comprendre, c'est au contraire essayer d'identifier comment on peut glisser en étant un être normal, né dans une famille plutôt normale, à glisser, à devenir... Parce que tu précises, il était aimé et tout allait bien, en fait. Oui, ce que j'ai pu découvrir sur sa famille laisse penser qu'effectivement, il est né dans un contexte pas du tout antisémite, enfin pas du tout l'expression de ce qu'était le régime nazi. Et ça, au-delà de son cas à lui, c'est le cas de millions de familles allemandes aussi, où des familles qui n'étaient pas spécialement racistes, qui n'étaient pas spécialement antisémites, mais qui se sont laissées embarquer dans cette vague antisémite qui a recouvert l'Allemagne et qui recouvrait d'ailleurs l'Europe, hein, parce qu'en France, on n'était pas non plus très très loin pour beaucoup de gens de ces pensées. Donc comment est-ce que quelqu'un de normal se laisse embarquer dans quelque chose auquel il n'adhérerait pas spontanément et qui pourtant va, si ce n'est le séduire, en tout cas l'attirer et l'embarquer. Et je pense que c'est aussi une des volontés que j'ai eues d'écrire ce livre, c'est que je pense que personne n'est à l'abri de ça. C'est pas parce que Hitler est mort et que le régime nazi, ça concerne l'histoire et ça s'est terminé il y a 75 ans. Tu le dis, hein, c'est si lointain et si proche en même temps. C'est proche et c'est là. Parce que les énergies, les raisons qui font qu'une nation comme celle de l'Allemagne, qui est une nation européenne, éduquée, démocratique, comment une nation comme ça se laisse embarquer dans ce tel torrent de colère, ces raisons-là, elles n'ont pas disparu avec les procès de Nuremberg. Ces raisons-là, elles continuent à être là. En toi, en moi, en toutes les personnes qui nous regardent, il y a une part d'ombre. Une part d'ombre qui peut nous emmener parfois très très loin dans l'abject. C'est pas qu'on est psychopathe, c'est pas qu'on est méchant, c'est qu'on est comme ça et que si d'un coup on abandonne nos garde-fous, notre rigueur, notre vigilance, si on se laisse aller à certains de nos travers un peu lâches, de fil en aiguille, sans s'en rendre compte, on peut tomber dedans, oui, en effet. Et pour Alexander, comme des millions de jeunes Allemands, ça a commencé par des camps de vacances dans les jeunesses hitlériennes, qui étaient après tout des camps scouts plutôt sympas, avec une énergie de camaraderie. Certes, les patrons des jeunesses hitlériennes disaient parfois des choses très violentes sur les juifs ou sur d'autres personnes. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est dans c'est pas grave que ça commence. Ouais. Tu vois, on fait primer... le gaieté de se retrouver entre jeunes, le dépassement, on fait primer tout ça à cette petite chose qui nous a choqué à un moment en se disant c'est pas grave. Et en fait, dans notre vie, aujourd'hui dans notre société, si on commence à se dire par rapport à des petites choses qui spontanément nous blessent, ou nous disent oh là là, c'est pas normal. Si on se dit non mais finalement c'est pas grave, c'est là où est le danger. C'est là où l'ombre commence à avoir gagné un petit peu. Aujourd'hui, ça peut être par exemple devant des drames qui nous touchent, les migrants, des situations politiques et sociales qui touchent l'Europe et qui touchent la France. Si à certains moments, il y a quelque chose en nous qui vers ces gens-là, je pense par exemple au drame des migrants, nous pousserait à avoir un peu de compassion. Et puis que cette compassion, finalement, on se dit oui, mais non, parce que quand même, c'est aussi la crise chez nous. Enfin, on n'est pas condamnable pour autant. Mais là, on commence à entrer dans un mécanisme qui, si on le laisse aller jusqu'au bout, peut faire de nous des gens capables de choses extrêmement répréhensibles. Et tu l'expliques avec avec beaucoup de délicatesse et surtout de maestria qu'on n'est pas à l'abri de retomber dans ce piège-là et de se rembarquer peut-être pour... C'est la liberté de l'être humain. Oui, l'homme est libre de choisir l'ombre comme la lumière.
Dans un sens, moi je préfère ça parce que ça nous donne la possibilité de devenir consciemment des êtres de lumière et de consciemment nous engager dans un vrai cheminement spirituel. Mais le risque, c'est que, voilà, en chemin, on décide de lâcher l'affaire et de repartir dans l'eau. Alors, on a vu sur ton Facebook un message. Là, ta tournée se termine au sujet de ce livre. Bientôt, dans quelques jours, d'ici à ce que le montage soit en ligne, ça sera terminé. Tu seras rentré à Paris, chez toi, dans ton havre de paix, auprès de ta famille. Tu en parles très rapidement aussi de ta compagne, donc Natacha, de ta fille aussi, rapidement. Et c'est vrai que t'ont soutenu depuis le début. On ne te connaissait pas, en tout cas dans le test, ça ne paraît pas, ça ne transparaît pas tellement, mais là, on te sait quelqu'un où tu aimes la solitude, tu aimes te retrouver tout seul. Tu es quelqu'un comme ça. Je suis très solitaire, moi. Je suis très solitaire. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier de journaliste, parce que ça permet d'arpenter les terrains tout seul. Et pour moi, la solitude, c'est vraiment un espace nécessaire pour la reconnexion avec soi-même. Tu as besoin de ces instants-là. Pour moi, c'est primordial. Tu veux, la mort que j'ai côtoyée depuis plus de 15 ans maintenant, avec la mort de mon frère et puis celle de mon père, ne fait que de me parler de la vie, mais aussi de la rapidité de l'existence et du besoin de ne pas laisser passer des choses importantes, de ne pas remettre à plus tard des choses qui nous appellent. Et moi, pour vraiment faire cette reconnexion et avoir cette vigilance sur qui je suis et est-ce que je ne remets pas à plus tard des choses importantes, j'ai besoin des moments de solitude pour vivre cette reconnexion. Et ta compagne respecte ça, Natacha respecte absolument, ta fille le comprend aussi? Oui, enfin ma fille est grande aujourd'hui, nos enfants sont grands, mais c'est vrai que j'ai la chance de partager ma vie avec une femme qui effectivement respecte énormément ça, mais auquel je laisse également aussi toute sa place et tous ces moments de solitude. On vit tous les deux ensemble, mais en se laissant partir chacun de nos côtés. Chacun. Voilà. Lorsque tu es parti dans cette retraite au Pérou, est-ce qu'on peut en connaître les raisons profondes qui t'ont... Est-ce que c'était juste un besoin impérieux, irrépressible, de dire j'ai besoin de m'isoler? Oui, là c'était un moment très important parce que par rapport à quoi? C'était un moment où j'avais, c'était donc en janvier 2014. J'avais créé l'INRES en 2007. Oui. À partir de 2009, je m'étais occupé en plus d'enquêtes extraordinaires sur M6, plus l'Inexploré, plus un travail d'édition dans différentes maisons, plus. Donc j'avais multiplié énormément d'activités. C'était juste passionnant, mais ça demandait beaucoup d'énergie. Et surtout, vis-à-vis de l'INRES, je me posais beaucoup de questions parce que je suis, comme tu l'as dit, un homme très solitaire. J'ai toujours travaillé seul dans ma vie et l'INRES, c'est une entreprise collective et c'est devenu une entreprise avec des salariés et avec vraiment une structure à gérer, chose que je ne sais pas faire. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va, c'est la période de création. Mais au bout d'un moment, il faut commencer à mettre en œuvre des compétences sur le long terme. Et je me posais des vraies questions. Est-ce que c'est mon boulot? Est-ce que c'est à moi de continuer à faire ça? Et en même temps que je me posais cette question, je me dis, mais si j'arrête, tout s'écroule. Et en fait, la solution est venue avec mon associé, Sébastien Lévy, à un moment de notre histoire où lui, qui est beaucoup plus jeune que moi, s'est senti de vraiment prendre les rênes de l'aventure en main. Et ça m'a permis, moi, de reprendre complètement ma liberté, de continuer à jouer un rôle dans l'INRES à ma mesure, c'est-à-dire en tant que journaliste. Mais donc tu lui as confié le bébé. C'est lui qui est voilà. devenu le patron de l'INRES il y a donc plusieurs années. Magazine Inexploré aussi. Voilà, Inexploré, c'est lui qui a lancé INRES TV juste après que moi je me sois désengagé. Donc c'est quelqu'un qui a fait naître aussi cet espace de vidéo. Et donc moi, à ce moment, j'ai 45 ans passés, je me dis, je vais profiter de cette liberté que Sébastien m'offre pour vraiment faire un point profond et non pas juste partir en vacances me reposer. C'est pas de repos dont j'avais besoin, c'était de me reconnecter à l'essentiel de moi, parce que ça faisait des années que j'étais dans un rythme extraordinairement excitant. Fait un burn-out. Sans doute, mais c'est surtout que je sentais que je m'éloignais de voilà. Plus sur ton axe. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je suis habité par ce côté très radical, et la mort m'a rendu encore plus radical. Et donc, je suis parti au Pérou. Pourquoi en Amazonie? Parce que j'ai découvert le chamanisme il y a quelques années de ça. C'est une technique qui me correspond dans ce travail d'auto-exploration. Mais j'aurais pu partir faire la même chose, un stage de sophro, de respiration vipassana à 20 km de Paris. Ça aurait été... L'idée, c'était vraiment de couper, de plus avoir de téléphone, de plus avoir d'engagement, de plus avoir d'obligations qui feraient que, voilà, après simplement quelques jours d'isolation, je me dis, bon, allez, finalement, il faut quand même que je réponde à ce mail ou que je fasse ci. Non, là, je voulais être radical dans la coupure. Et donc, voilà, je suis parti au Pérou, non pas pour travailler avec l'ayahuasca, qui est une substance psychoactive très forte et très puissante, mais pour faire une diète. Une diète chamanique, c'est un travail où tu accroît ta sensibilité
aux énergies invisibles, en travaillant notamment avec telle ou telle plante maîtresse. Dans l'esprit chamanique, une plante maîtresse, c'est pas nécessairement une plante psychoactive, c'est une plante qui va devenir ton enseignant dans ton cheminement chamanique. Donc c'est une plante qui va t'apparaître de manière très subtile, en rêve, ou en donnant des intuitions, ou en modifiant des tout petits paramètres dans ta façon de percevoir l'environnement. C'est extrêmement subtil. Hein. Pour certains chamans, ça peut être vraiment des entités qui apparaissent et « bonjour, je vais te raconter un truc ». Pour moi, qui suis quand même assez bourrin, c'est du domaine de l'extrêmement subtil. Donc cette expérience, en fait, elle est née dans cette période de diète qui me rendait un peu plus sensible, mais elle n'est pas née dans une expérience d'état modifié de conscience avec des substances ou quoi que ce soit. C'était vraiment dans un moment très doux, très calme, de recentrage sur moi. En tout cas, ce monde subtil dont tu nous livres un autre pan, hein, comme c'était le cas déjà pour le précédent livre, Le Test, hein, que je conseille, une expérience inouïe à tous nos auditeurs de lire aussi, de se le procurer dans toutes les bonnes librairies. Le dernier livre, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, de Stéphane Alix. On va un peu plus en profondeur. Et puis en plus, la science aujourd'hui, peut-être à l'aube d'une 5e révolution copernicienne, est en train de prendre en compte, grâce à des preuves de plus en plus évidentes, de prendre en compte cette considération invisible, puisque les physiciens disent bien que la majorité de ce qu'on voit... On se pose même la question, pour avoir interviewé Hubert Reeves, je crois, une fois, m'avait dit, on se pose plus la question pourquoi les choses existent plutôt qu'elles n'existent pas. Ça, c'est une grande question métaphysique. Et on va dans ce sens-là, en tout cas. Moi, moi qui suis journaliste et qui ai vraiment besoin de m'appuyer sur des choses très concrètes, c'est vrai que tout mon intérêt sur ces phénomènes extraordinaires a commencé parce que j'ai découvert, comme des millions de personnes que ça intéresserait, qui liraient des bouquins, j'ai découvert que la science elle-même se confrontait aujourd'hui à des vraies questions frontières. Tu parles de physique quantique, mais la biologie aussi, la médecine, enfin, toutes ces disciplines qui nous confrontent à ces espaces où le subtil et l'invisible agit. On sent bien qu'on est à un tournant quand même. Hein. Ça fait quelques décennies et ça va sans doute continuer. On est vraiment dans une période de mutation qui est formidablement excitante avec des opposants, des partisans, avec des affrontements intellectuels. C'est logique, c'est le propre de l'évolution de la science. Mais c'est vrai que c'est particulièrement excitant de pouvoir... travailler aujourd'hui en tant que journaliste en m'appuyant sur ces structures extrêmement solides, sur ces scientifiques, sur ces références, pour justement explorer toutes ces dimensions qui faisaient partie complètement du surnaturel il y a encore quelques décennies et qui n'étaient pas considérées du tout. Alors, un personnage qui a existé il y a, on va dire, 80 ans en arrière, hein, Alexander, et on a ce parallèle on va pas dire un autre toi, mais dans un autre temps en tout cas, il y a cette confrontation à chaque fois où tu as vraiment le corps, une jambe dans notre époque et une jambe pendant la Seconde Guerre mondiale à travers cet homme, hein, dont tu vois vraiment des détails, à chaque fois des ressentis qui sont parfois violents, hein, qui sont soudains, qui te prennent vraiment à la poitrine, au cœur, de manière... tu en décris vraiment les détails, les émotions qui te traversent à ce moment-là. Alors, en tout cas, on a l'impression, pour paraphraser un grand chanteur qui nous a quittés, on a tous quelque chose d'Alix en nous, puisque finalement, on a tous un petit peu cette colère qu'on a envie d'exhorter. Hein, tu le disais tout à l'heure, ça nous concerne tous, et c'est vrai. Ah oui. On s'identifie par moments, et on est effrayé soi-même de se dire, bah oui, c'est vrai, cette part d'ombre, elle peut se réveiller n'importe quand. Et c'est dangereux. J'ai vraiment le sentiment que l'être humain vit simultanément dans plein de dimensions différentes. On a été habitué depuis notre naissance, par notre culture, notre éducation, à penser que notre corps est à peu près la totalité de notre être et que on est né à un moment, on mourra à un tel moment, et notre vie, du coup, est simplement comprise dans cette parenthèse. Mais aujourd'hui, comme tu le dis, la science, la médecine est en train de balayer tout ça. On est en train de s'apercevoir que la vie se poursuit très certainement bien après la mort et a commencé avant, et peut-être d'autres vies. Et peut-être une infinité d'autres vies. Comme le disent certaines traditions spirituelles, moi, ma connexion et cette enquête ultra-rationnelle et cartésienne que j'ai faite sur potentiellement ma vie précédente m'a vraiment ouvert l'esprit sur la perception que la vie de cet homme se déroule quelque part, en ce moment, dans une autre dimension. C'est pas forcément du passé. C'est du passé pour moi. Voilà. C'est du passé pour nous. Mais pas pour lui. Parce que nous, on est en 2018 et cet homme est mort le 20 octobre 1941. Donc il est évidemment passé pour nous. Mais pour nous. Et nous, on est juste coincés dans une feuille de cigarette qui est une dimension temporelle, mais qui nous dit qu'il n'y en a pas des milliards et des milliards d'autres. Les physiciens disent que le temps est une illusion.
Et plutôt que de vie antérieure, je me suis demandé à sentir parfois l'espèce de proximité de ce temps. Comme tu le dis, dans certains moments en Allemagne, en France aussi et en Russie, j'avais pas de vision, j'avais pas de perception folle, mais j'avais la sensation de la présence de cette époque. J'avais la sensation que les deux époques, c'est-à-dire celle d'Alexander et la mienne, elles se confondaient, elles se confondaient. C'est-à-dire que j'étais comme ça dans une salle de restaurant, par exemple en Allemagne. Je voyais les gens dîner maintenant, et d'une certaine manière, presque en surimpression, arrivait l'image de la même salle, mais 80 ans auparavant, avec des gens cette fois-ci en uniforme, peut-être des nazis. Avec les habits de... Je les voyais pas, mais je les sentais. Je ne sais pas comment décrire cette sensation. Et ça m'est arrivé à plein de reprises. Pourquoi ? Parce que j'étais focalisé sur cette enquête, j'étais 24 heures sur 24 dans mon interrogation autour de qui est cet homme, j'étais sur son territoire, sur ses terres, dans une ouverture d'esprit, une envie de connaître et de comprendre, et que ça m'a rendu peut-être, et peut-être aussi que tout le parcours qui a été le mien a fait sauter quelques verrous mentaux qui me permettent de plus facilement lâcher prise aujourd'hui, et m'a rendu plus sensible à cet environnement. Et ça m'a fait dire que voilà, peut-être qu'on considère ces existences, ces mémoires comme des vies passées, mais peut-être en fait que toutes nos vies se déroulent en même temps, simultanément, dans plein d'autres dimensions, et que nous sommes simplement le reflet, nous, d'une existence que notre âme, notre grande âme, est en train de vivre, mais en même temps qu'elle en vit peut-être des dizaines, des centaines, voire des milliers d'autres, et que parfois des passerelles se créent entre la vie de deux de ces consciences, pour des raisons X ou Y qui m'échappent complètement. Qui ne sont pas forcément des bugs, mais volontaires, par rapport à des règles célestes qui nous sont inconnues pour le moment. Exactement. Alors, une série qui vient de sortir, qui vient de démarrer, premier épisode qui est sorti hier, qui s'appelle Counterpart, qui s'approche de ce concept-là, justement, où un homme rencontre son double, mais dans un autre temps, reculé. Voilà. Pas ça. Alors, que je conseille à voir, et n'oubliez pas, procurez-vous. Lorsque j'étais quelqu'un d'autre de Stéphane Alix. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. Merci beaucoup de ton accueil. Quand on s'arrête de vivre, quand le cœur cesse de battre et que le cerveau cesse de fonctionner, ça se termine. La mort, il n'y a rien. Écoute, sois raisonnable, tu sais bien qu'après la mort, il n'y a plus rien. En fait, cette espèce d'attitude, c'est une croyance. C'est pas une preuve, elle n'est pas basée sur une espèce de démonstration scientifique. C'est juste un espèce de postulat qui dit que le cerveau et toute la réalité étant matérielle, tout ce qui est autre que matériel est forcément une émanation de la matière, donc notre conscience est une émanation du fonctionnement de notre cerveau, et que par évidence, quand le cerveau cesse de fonctionner, il n'y a plus de conscience. C'est un peu l'histoire du mec qui perd ses clés, qui les cherche sous le lampadaire, et puis on lui dit « mais tu les as perdues où tes clés ?» Là-bas. Mais pourquoi tu cherches sous le lampadaire ? Parce qu'il y a de la lumière ici. C'est un peu cette espèce de logique à l'envers qui est aberrante quand tout d'un coup on la découvre dans un travail d'enquête rigoureuse comme celui que j'ai fait. Et ça m'a incité à ne plus avoir aucune limite dans les questions que je me posais, parce que j'ai découvert que j'étais loin d'être seul en tant que journaliste, mais aussi loin d'être seul en tant qu'être humain à m'intéresser à ces sujets-là.